Bonjour, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'À l'affiche. Mannequins et petites mains, défilés et ateliers, c'est la semaine de la haute couture à Paris. Dans un instant, rencontre avec Julien Fournier. Ce jeune créateur vient tout juste d'obtenir le fameux label haute couture. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Sexe, drogue et rock'n'roll, Trainspotting revient sur les écrans 20 ans après l'original. Mêmes acteurs, même réalisateur et une grosse pression pour ne pas décevoir les fans de ce film culte. On vous emmènera à l'avant-première en Écosse. Et puis il est né sur les murs de New York dans les années 70. Il s'affiche aujourd'hui dans les galeries et les boutiques de luxe. Le street art a bien changé. Rencontre avec l'une de ses grandes signatures en France, l'Atlas. Voilà pour le sommaire. À l'affiche, c'est parti. Des pièces uniques réalisées à la main et uniquement en France. 2 défilés chaque année, c'est le cahier des charges du label haute couture, celui dont rêvent tous les créateurs de mode. Cette année, 2 nouvelles maisons font leur entrée dans ce cercle très fermé. Schiaparelli et Julien Fournier. À quelques heures de son premier défilé, le créateur nous a reçus dans son atelier parisien. C'est un reportage de Laure Manin et Nordine Béziou, récit de Noémie Roche. Les couturières s'activent, mais l'ambiance est sereine dans les ateliers de Julien Fournier. Les 38 tenues sont prêtes depuis plusieurs jours, voire plusieurs mois. Il ne reste que quelques détails à revoir. Elle fait là et après on coupe à 8 cm. On enlève 8 cm au-dessus. Ouais, comme ça on est sûr que quand la fille elle tourne sur le podium, on voit pas le verra jupon. un petit peu, mais... Oui, mais... Cette collection, intitulée Première cinétique, est la première de Julien Fournier depuis qu'il a reçu l'appellation haute couture. Pour cette occasion, il a voulu un défilé haut en couleur, mais fidèle à son identité. L'ultra-féminité exacerbée, les tailles marquées, les hanches marquées aussi, la longitudinalité des corps, l'obsession de la grandeur, parce que c'est la grandeur de la femme. De toute façon, cette collection, finalement, c'est qu'un cri de liberté. C'est un cri de liberté parce que la haute couture, c'est la liberté. Pour l'atmosphère, Julien Fournier s'est inspiré de la France des années 60. Les couleurs, elles, viennent des artistes de l'époque. Les broderies de cette robe rappellent les peintures de Jackson Pollock. Celle-ci est un hommage au mobile du sculpteur Alexander Calder. Des rhodoïdes, des plastiques, des choses innovantes, c'est les accumulations à la Moretti. C'est vraiment un artiste contemporain que j'affectionne. Alors c'est à la manière d'eux, hein, c'est toujours réinterprété parce que on copie pas, parce que finalement ça n'a aucun intérêt de copier. Mais moi ce que j'aimais beaucoup chez ce monsieur, c'est qu'en fait il était le premier à faire en fait des volumes organiques mélangés à des volumes géométriques, tout ça avec une accumulation 2D pour arriver à une fausse 3D. Innover, un moteur pour Julien Fournier, que ce soit dans ses dessins réalisés sur tablette ou encore dans les techniques et les tissus qu'il utilise. Et... Une audace que l'on retrouve aussi dans le choix des mannequins. En 2011, simple invité de la semaine de la haute couture, il n'avait fait défiler que des femmes noires. Pour cette collection, il poursuit cet engagement avec des filles originaires du monde entier. Allez, on repart 20 ans en arrière à présent. Ça a été l'un des films cultes des années 90. Trainspotting revient sur les écrans. Drogue, sexe et rock'n'roll sont toujours au rendez-vous. Trainspotting 2 était projeté en avant-première mondiale dimanche à Édimbourg. Les principaux personnages sont de retour. Les acteurs aussi, toujours dirigés par Danny Boyle. Il n'est pas question de décevoir les fans. Je pense qu'on était tous un peu nerveux à l'idée de tourner la suite de Trainspotting, de rater la cible, d'écorner l'image du film et de laisser un goût amer aux fans de l'original. Revenir et faire une suite à ce film, pour moi, c'était comme un devoir, une vraie responsabilité pour nous tous. Ces villes, ces histoires ont bouleversé nos carrières de cinéastes et d'acteurs.
Trainspotting 2, sorti le 1er mars en France. Des rues d'Édimbourg à celles de New York ou de Paris, le street art est né dans les années 70 aux États-Unis. Graffiti, pochoirs, des œuvres sauvages sur les murs des métropoles. Aujourd'hui, le street art est toujours vivant, mais certains diront qu'il s'est un peu embourgeoisé. Il atteint des prix dignes des grands artistes contemporains et s'expose dans les galeries les plus chics. Exemple avec l'un des grands noms du street art à la française, l'Atlas. Portrait signé Marie Berrurier et Laure Bignalet. À Paris, à Pékin ou en Afrique, là où il passe, il laisse sa trace. Aux quatre coins du monde ou juste au coin de la rue, l'Atlas a pris le pouvoir et il marque son territoire. J'ai très vite compris que, vu le nombre de gens qui agissaient dans la rue, il fallait que je trouve mon style et que je l'impose à tous. L'Atlas, c'est la deuxième génération du street art. Il a fait ses premiers graffitis à 11 ans, au début des années 90. Aujourd'hui, à 39 ans, cet artiste méthodique et rigoureux a imposé un style bien à lui, immédiatement reconnaissable. Des signes calligraphiques, érudits ou fantasmés, et au final, un univers totalement hypnotique. La répétition de lignes, ou de diagonales, ou de coins, crée des effets optiques qui créent une vibration rétinienne dans l'œil et qui, en effet, hypnotise les gens. Alors l'Atlas, effectivement, est fort parce qu'il a trouvé son identité visuelle, sa signature. Et ça, c'est un des phénomènes, je dirais, ou un des principes clés du street art. C'est-à-dire qu'on ne copie pas le petit voisin. On doit toujours trouver sa propre identité, son style. Sur le marché très squatté du street art, l'Atlas est aujourd'hui un artiste ultra respecté. D'ailleurs, les galeries l'exposent et sa cote ne cesse de grimper. Un tableau comme celui-là de 2 mètres par 2 sur le marché aujourd'hui, ça vaut 15 000 €. Et voilà. Et à l'époque, il y a 10 ans, ça en valait 2000. Et évidemment, l'Atlas surfe sur la vague. Car aujourd'hui, la plupart des grandes marques de luxe, comme ici Guerlain, font appel à des artistes contemporains bien tendance pour booster leur image. C'est sûr que ça fait plaisir, c'est une reconnaissance. En tout cas, si le travail optique de l'Atlas vous intrigue, vous pouvez venir le découvrir gratuitement ici, sur les Champs-Élysées, jusqu'au 28 février. Alors les œuvres de l'Atlas ne sont pas encore dans les musées de Paris, mais les catalogues de ces expositions sont déjà conservés, c'est sûr, à la Bibliothèque nationale de France, qui répertorie absolument tout ce qui est publié ici. Le site historique de la BNF se trouve à 2 pas du Louvre et du Palais Royal. C'est la bibliothèque Richelieu, un bâtiment qui vient de rouvrir ses portes après 18 ans de fermeture et 6 ans de travaux. Et vous allez voir, c'est très réussi. Visite guidée avec Cécile Laronce et Pierrick Laurent. Situé au cœur de Paris, c'est un temple du savoir et de l'inspiration. La Bibliothèque nationale renaît, entièrement rénovée. Chef-d'œuvre du 19e siècle, dans son style byzantin, la salle Labrouste est le cœur du bâtiment. 9 coupoles ornées de 36 médaillons à l'effigie des grands auteurs. En un siècle et demi, d'illustres lecteurs ont ici trouvé refuge. Aujourd'hui, la bibliothèque continue d'attirer étudiants et écrivains. Comme je passe la plupart de mon temps dans la bibliothèque, c'est important de se sentir aussi à la maison. Ou aussi dans un endroit beau, comme ici maintenant. Parmi les 9 salles de lecture du site, un tout nouvel espace. La bibliothèque des arts et du spectacle est un écrin de lumière. J'ai été étonnée par tout ce changement. C'est très silencieux, c'est très moderne. L'endroit a vraiment beaucoup changé. Parmi les lieux encore fermés au public, la galerie Auguste Rondel. Dans ses travées, 400 000 ouvrages. Plus loin, le département des manuscrits conserve les plus grandes pages de notre histoire, comme l'original du plaidoyer J'accuse, rédigé par Émile Zola en 1898 pour défendre le capitaine Dreyfus.
On connaît bien l'écriture de Zola et on voit bien que c'est une lettre dont les termes ont été mûrement pensés, où l'on voit les reprises, les corrections. Il y a sûrement eu des brouillons antérieurs. C'est une lettre qui correspond à un vrai travail de la pensée, un vrai travail de l'écriture pour convaincre. Mais aujourd'hui, la bibliothèque dévoile aussi certaines parties cachées jusqu'à présent. Cette galerie, ancienne réserve de livres, désormais ouverte au public. Ce qui est magique ici, c'est que vous êtes lecteur et vous venez vous installer et lire au milieu des livres, au milieu de ces structures de fonte, de bois qui viennent donner l'atmosphère étonnante de cet endroit. La magnifique salle ovale est encore en chantier. Pour financer sa restauration, une souscription est ouverte. Le public pourra profiter du lieu en 2020. Voilà, l'affiche, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'histoire continue sur france24.com et sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte avec ces photographies que vous pourrez retrouver dans le cadre du festival Circulation. C'est jusqu'au 5 mars au 104 à Paris, festival consacré aux jeunes talents de la photographie européenne. Je vous laisse découvrir. À très vite.